15 heures, c'est l'heure de votre journal. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Voici les titres de cette édition. Le chef de l'État a reçu ce matin le Premier ministre somalien Hamza Abdi Barre en déplacement à Djibouti, où il prend part aux travaux de la 7e édition du Forum des intellectuels somalis organisé par l'Institut Heritage. Et justement, la deuxième journée de la rencontre annuelle des intellectuels somalis se poursuit au Palais du Peuple, marquée par des discussions riches et variées au sujet de l'avenir de la Corne de l'Afrique. Et à Gaza, les frappes meurtrières laissent un lourd tribut humain et une catastrophe humanitaire. Ismaël Omar Guelleh a reçu ce mercredi en fin d'après-midi au Palais de la République le Premier ministre somalien Hamza Abdi Barre en déplacement à Djibouti, où il prend notamment part aux travaux de la 7e édition du Forum des intellectuels somalis organisé par l'Institut Heritage, établissement non gouvernemental dévolu à l'enregistrement, l'analyse et la mise à disposition de solutions placées sous le signe de la recherche universitaire et de l'expertise pour venir à bout des principaux défis à l'ordre du jour des communautés somaliennes de la région. L'audience entre le président Guelleh et le Premier ministre somalien a servi de cadre à l'appréciation des relations privilégiées entre les deux pays et les deux peuples aux liens anciens, forgés par l'histoire, la proximité géographique et le partage de valeurs supérieures dans la culture et la langue. Les discussions ont ensuite été étendues à la nature précise de l'appui multiforme que la République de Djibouti est en mesure d'apporter à la nation sœur somalienne dans sa quête de plus en plus affichée à renouer avec le statut fort louable qu'elle avait autrefois sur la scène internationale. Sous la houlette de son président actuel, Hassan Sheikh Mohamud, la République fédérale de Somalie n'a de cesse d'enregistrer des victoires significatives, notamment en matière de capacité à faire valoir son autorité sur toute l'étendue de son territoire. Le retrait désormais en cours d'achèvement des forces de l'ATMIS, la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, et la levée de l'embargo vieux de plus de 30 ans sur les armes en Somalie militent également dans le sens de l'illustration du profil nouveau de la Somalie, en phase avec tous les attributs nécessaires à la garantie des biens et des personnes dans son pays. Et la deuxième journée consécutive de la rencontre annuelle des intellectuels Somali Heritage se poursuit au Palais du Peuple, marquée par des discussions variées, riches et variées, donc au sujet de l'avenir de la Corne de l'Afrique. Eh bien, ces débats ont mis en lumière une dynamique fragile, nécessitant une réflexion approfondie sur des thématiques contemporaines d'une importance cruciale. Les panélistes, composés de législateurs, universitaires, hommes d'affaires, faiseurs d'opinion et membres de la société civile venant de tous les pays de la Corne de l'Afrique, habités par des Somaliens ainsi que de la diaspora ont engagé des échanges passionnants au cours de cette deuxième journée. Les discussions ont couvert un large éventail de sujets transversaux, mettant en avant des perspectives diverses sur les enjeux complexes qui façonnent donc la région. Au cœur des débats, la fragilité persistante de la Corne de l'Afrique a été soulignée malgré les défis imposés. Les participants ont eu l'occasion de confronter leurs points de vue et visions sur des questions majeures, cherchant des solutions collaboratives pour surmonter les obstacles et contribuer au développement durable de la région. Cette rencontre, qui touche à sa fin demain, a pour mission de faciliter des échanges de vues solides et francs, favorisant la compréhension mutuelle et la coopération entre les acteurs clés de la Corne de l'Afrique. L'Institut a délibérément invité des représentants de différents secteurs, soulignant ainsi la nécessité d'une approche holistique pour aborder les défis complexes auxquels la région est confrontée. Dans la journée d'hier, la représentante permanente de l'OIF auprès de l'Union africaine, Neferti Chibanda, accompagnée de Madame la conseillère, de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Asli Mohamed Hussein, a procédé à une visite d'un des 5 CDC à Djibouti. C'est donc le CDC de quartier 7 qui est en présence de des jeunes du quartier du conseil communautaire des CDC, donc de quartier 7 sans personnel, a accueilli la délégation. Eh bien, Madame Neferti a visité tous les ateliers du CLAC et l'ensemble des activités offertes par ce CDC, constatant de visu la réussite du projet phare de son institution à Djibouti.
Les CLAC sont des centres de lecture et d'animation culturelle initiés par l'OIF. Pour rappel, Djibouti a bénéficié d'un réseau de 5 CLAC dans les centres de développement communautaire de la capitale, Al-Hiba, Ouahlé Daba et Quartier 7 et dans les régions de l'intérieur, Ali Sebié et Obok, bien intégrés dans leur milieu. Ces centres sont principalement fréquentés par des jeunes qui ont accès à un large éventail d'activités sociales et culturelles. Et puis, Madame Neferti Chibanda et les équipes du ministère de la Jeunesse et de la Culture se sont rendues au nouveau CDC de l'Ayablé, Moustiquaire, qui sera bientôt inauguré. Toujours donc accueillie par la population de ce quartier, la représentante a visité l'enceinte qui constitue le futur centre de lecture et d'animation culturelle de la commune de Balbala. Et d'animation culturelle, communément appelé CLAC, qui est implanté au sein du CDC dans le quartier 7 de Djibouti. C'est avec beaucoup de plaisir et de joie d'être venu pour communier avec les jeunes qui sont venus, qui fréquentent le CLAC, qui sont venus passer un moment de lecture et d'apprentissage. Nous sommes très heureux de voir que le CLAC ressemble au CLAC d'il y a quelques années, le jour de l'inauguration. On est heureux au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie que les jeunes viennent en nombre, en grand nombre, pour venir emprunter, participer aux animations culturelles et en faire un usage tel qu'il a été prévu dans la vision de l'organisation. Et nous restons toujours très mobilisés pour continuer à accompagner le ministère de la Culture, pour continuer à faire vivre la lecture publique au sein des différents quartiers et pour pouvoir continuer à encourager les jeunes à lire et encore à lire les ouvrages, puisque c'est ça qui va les aider, qui va véritablement les aider à se projeter non seulement dans leur avenir, mais à cultiver leur créativité et à être des citoyens non seulement responsables, mais des citoyens aussi qui sont formés pour participer au développement de leur pays. Dans l'actualité également, dans le cadre de l'instauration d'une nouvelle stratégie de gestion des déchets, une réunion de concertation s'est tenue ce mercredi à la sous-préfecture du 2e arrondissement, présidée par le sous-préfet de l'arrondissement 2. L'objectif de cette réunion était axé sur la mise en place d'une stratégie efficace pour gérer l'insalubrité en assurant le dépôt des déchets aux heures réglementaires de passage des camions de voirie, ainsi que sur la sensibilisation et la lutte contre l'insalubrité plastique et l'insécurité. La réunion a rassemblé divers participants, dont les représentants du service de la voirie de Djibouti, les élus locaux, les directeurs des CDC, les chefs des conseils de quartier, ainsi que la police et la gendarmerie. Le sous-préfet du 2e arrondissement, Haïbi Hared, a souligné l'importance de la responsabilité collective dans la salubrité publique, appelant à un nettoyage quotidien des grands axes et des rues de la ville, avec une campagne permanente dans chaque quartier. Ces quartiers, le directeur d'école et le responsable des CDC. Donc, nous avons discuté la manière dont on pourrait lutter tous ces thèmes, c'est-à-dire l'insécurité et l'insalubrité. Et en plus, on a parlé de la délinquance des quartiers et nous avons mis un point sur ça. Écoutons pour plus de précision l'intervention du sous-préfet du 2e arrondissement, M. Haïbi Hared Agedit. Ici, la population des quartiers de la circonscription du 1er arrondissement pour mieux discuter comment nous devons lutter contre l'insécurité et l'insalubrité publique. Comme vous le savez, ces derniers temps, nous avons pu constater que la citoyenneté, l'incivisme a gagné du terrain. Des gens déversent des déchets ménagers, des déchets solides sur la voie publique sans tenir compte des problèmes d'hygiène que cela pourrait engendrer. Nous avons discuté profondément avec la population. Ils nous ont livré leurs inquiétudes, la manière dont on pourrait lutter efficacement
nous avons discuté les voies et les moyens pour lutter efficacement contre l'insalubrité et surtout l'insécurité. C'est pour cette raison que nous avons également invité les directeurs des CDC pour tenir des réunions sectorielles au sein des CDC. Les femmes des quartiers qui jouent un rôle prépondérant pour la lutte contre l'insalubrité était vraiment nécessaire. Concernant la place Harbi, que des gens arrivent tard la nuit pour déverser des déchets de toutes sortes, nous avons décidé d'installer des caméras de surveillance qui seront suivies à partir de la police, des bureaux du chef de la police du premier arrondissement pour suivre les mouvements des personnes qui déversent les déchets en plein centre-ville. Cela ne sera plus toléré. Toute personne surprise à ce genre de pratiques sera sévèrement sanctionnée. C'était donc l'intervention du sous-préfet du 1er arrondissement. Également dans l'actualité, dans la continuité des opérations de contrôle des prix des denrées alimentaires de première nécessité, au niveau de la commune de Belbela, notamment les quartiers Chermoussa et Hayablé, les inspecteurs du ministère du Commerce ont effectué des opérations de contrôle de prix et de la qualité des produits. Objectif, s'assurer d'une part du respect des prix fixés par le ministère du Commerce et d'autre part de la qualité des produits alimentaires commercialisés. Lors de cette mission, les inspecteurs ont sillonné tous les points de vente et à l'issue de ces inspections, les contrôleurs ont constaté des hausses des prix non justifiées au niveau de certains lieux de commerce. Les produits alimentaires ayant fait l'objet des spéculations sont donc le sucre, la farine, le lait en poudre, l'huile alimentaire et le pétrole lampant. Et bien, en marge de ces inspections, les responsables du ministère du Commerce ont lancé un appel et des mises en garde à tous les opérateurs économiques de Djibouti pour se conformer aux prix fixés par l'État. À 2 jours de l'événement tant attendu, les habitants de la ville blanche se préparent donc pour le premier festival culturel de Tadjoura. Les préparatifs s'intensifient. Aujourd'hui, c'est au tour du ministère de la Santé de se mobiliser à toute éventualité et de préparer les moyens médicaux, à savoir les ambulances. Ce matin, les autorités administratives et coutumières dirigées par le préfet de la région, accompagnées du médecin-chef de la région de Tadjoura, de faire une visite. On fait une visite aux différents moyens que le CMH de Tadjoura dispose afin de se préparer à tout éventuel s'agissant de la santé des participants à ce rassemblement du premier festival culturel de Tadjoura. Outre les préparatifs qui vont donc au bon train, et donc toutes les personnes sont mobilisées pour la réussite de cet événement historique. Le préfet de la ville blanche a félicité le médecin-chef de Tadjoura pour la mobilisation des moyens roulants et humains de son département. Il a particulièrement salué l'enthousiasme général suscité par cet événement culturel dont le succès s'annonce déjà grâce à la mobilisation massive et sans précédent des Tadjouréens. Se mobilisent en amont pour éviter toute action, mais on dit en même temps aux gens qui se déplacent vers. Et nous restons toujours au nord du pays, à Obok, cette fois l'association Ubuki, qui œuvre pour le bien-être de la femme obokoise, a organisé dans la salle de conférence de l'hôtel Mer Rouge la cérémonie de clôture du projet Formalisation et accompagnement des filles et femmes vulnérables à l'autonomisation économique et sociale, au cours de laquelle il a été procédé à la remise des patentes, des récépissés et des smartphones pour les bénéficiaires essentiellement composés des femmes et des jeunes filles exerçant des petits commerces informels pour les unes et membres de la coopérative des femmes productrices, de la vannerie et de la coopérative des revendeuses des poissons à Obok pour les autres. Ces bénéficiaires sont la résultante des activités de sensibilisation, de formation et de ciblage menées sur le terrain dans le cadre du dit projet financé à hauteur de 53 000
euros, soit environ 10 millions de francs, par l'Organisation internationale de la francophonie à travers le Fonds de la francophonie, avec elle. L'objectif visé par ce projet est de contribuer à la formalisation et l'autonomisation économique des femmes et des jeunes filles vulnérables. Ce projet a également pour objectif de les former à l'utilisation de la nouvelle technologie numérique. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la représentante permanente de l'Organisation internationale de la francophonie auprès de l'Union africaine, de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique et de la République de Djibouti, du préfet de la région d'Arta et du vice-président du conseil régional. Récépissés et des smartphones pour les bénéficiaires essentiellement composés des femmes et des jeunes filles résultant des activités de sensibilisation, de formation cible menées sur le terrain dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé Formalisation et accompagnement des femmes et jeunes filles vulnérables dans l'autonomisation économique et sociale. Financé à l'auteur de 53 000 euros, soit environ 10 millions de francs par l'Organisation internationale de la francophonie, et c'est dans le cadre du programme de la francophonie avec elle. L'objectif visé par ces projets est de contribuer à la formalisation et l'autonomisation économique des femmes et des jeunes filles vulnérables. Le Kenya et l'Union européenne ont signé hier un accord commercial historique, le premier d'envergure depuis 2016 entre l'Union européenne et un pays du continent africain où Bruxelles veut renforcer ses liens économiques face à la présence chinoise. Cet accord de partenariat économique négocié de longue date et conclu en juin garantit aux produits kenyans un accès libre de droit et sans quota au marché européen et des réductions tarifaires pour les produits européens à destination du pays d'Afrique de l'Est. Dans l'actualité continentale, à présent, au moins 13 personnes ont été tuées et 178 blessées dans l'incendie qui a touché hier le centre de Conakry, la capitale guinéenne, après l'explosion du principal dépôt de carburant du pays qui a mis la ville à l'arrêt et provoqué d'importants dégâts matériels. Le bilan provisoire à mi-journée fait état de dépôts de 13 corps sans vie dans les structures sanitaires et de 178 blessés de nationalité guinéenne et étrangère. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement dans un communiqué. Et je le disais en titre, des dizaines de Palestiniens ont été tués et blessés hier par une frappe aérienne israélienne qui a visé un certain nombre de bâtiments et de maisons dans la ville de Jabalia, au nord de la bande de Gaza. Des témoins oculaires ont rapporté donc un bombardement israélien a visé le bâtiment de l'association caritative Al-Salam pour les blessés et les personnes handicapées, ainsi qu'un certain nombre de maisons entraînant des morts et des blessés. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.